l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur la RTS2 pour ce nouveau numéro de Midi Actu. Voici le sommaire du jour. Le nombre des députés. Merci de nous accueillir chez vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, vous avez vu dans le sommaire que nous allons parler santé. Et pour cela, nous avons un invité qui est professeur agrégé en gériatrie et en gérontologie. Il s'agit bien sûr du professeur Mamadou Koumé. Bienvenue à vous, professeur. Voilà, donc vous êtes chef de service de gériatrie au CHU de Fannes. J'aimerais vous poser tout de suite, parce que santé, c'est la rubrique phare pour ce jour. C'est quoi la différence entre la gériatrie et la gérontologie? Eh bien, la gériatrie, c'est la médecine des personnes âgées. Elle représente pour les personnes âgées ce que la pédiatrie représente pour les enfants. Et la gérontologie, c'est l'étude du vieillissement dans tous ses aspects, médicaux, bio, psychosociaux. D'accord, parfait. Vous l'aurez compris, donc nous allons parler aujourd'hui pour la rubrique santé de la prise en charge des personnes âgées. Mais ça, ce sera dans la dernière partie de ce magazine. Tout de suite, la chronique société du jour. Cap sur Ziguinchor, précisément à Djibanar. Là-bas, les populations se réjouissent l'acquisition de nouveaux matériels qui vont leur permettre de mieux gérer leurs activités. Gain d'énergie. Voilà déjà les premières conséquences de cette affaire. Ziguinchor, la correspondance de Bachirba. C'est toute la population de Djibanar qui a pris d'assaut les rizières. Elle vient découvrir la moissonneuse-batteuse, un engin qui relègue aux oubliettes la faucille. La femme de Djimbana était très fatiguée. Elle peinait beaucoup du matin au soir, des jours, des semaines, des mois pour arriver à amener le produit dans sa maison. Mais avec cette machine-là, donc vraiment ce que j'ai vu, c'est extraordinaire. Elle est très simple à utiliser, à entretenir et à réparer. Il n'y a pas beaucoup de pertes de récolte. Sa petite taille et ses chenilles obéissent aux normes de qualité. Après les aménagements agricoles et l'appui en semences, le PAPSEN s'intéresse aux conditions de récolte. La mécanisation de l'agriculture peut être un atout pour attirer les jeunes vers le secteur. Nous avons commencé par d'abord mettre en place des ouvrages. Ces ouvrages sont au nombre de 3 et ces ouvrages ont permis quand même cette année d'avoir une bonne production de riz. Et après cette production, il fallait penser à la récolte. C'est un gain de productivité, c'est un gain en termes de récolte et c'est un gain en termes de pénibilité. On réduit la pénibilité. On l'a vu, ça se passe beaucoup plus rapidement. Il y a aussi un gain de temps. Et cela permet d'aller non seulement plus vite, mais de produire davantage. Après des mois passés à cultiver le riz, ces braves dames restaient aussi longtemps pour pouvoir récolter. L'autosuffisance en riz passe aussi par la mécanisation chez les petits producteurs. Alors, professeur Koumé, vous avez vu ce reportage fait à Ziguinchor. On parle de consommer local, d'autosuffisance en riz. Donc, quel que soit le secteur, quand on acquiert un nouveau matériel, ça réjouit forcément parce que ça permet de mieux faire son travail, n'est-ce pas? C'est émouvant, surtout que ça concerne l'appui aux femmes. Je rappelle un peu dans le cadre de l'OIDU, il y a le concept du e-gender. Parce qu'en réalité, les gens se rendent compte que dans les familles, il y a ce qu'on appelle les unpaid care, les soins non rémunérés pour les personnes âgées. Et ça repose sur la jeune fille et la femme qui n'a pas le temps d'avoir accès au développement et aux activités.
Dans cette région du Sud, on connaît le rôle phare des femmes dans le développement. Mettre à leur disposition de tels outils leur permet non seulement d'avoir un gain de productivité, mais d'avoir accès à des loisirs, d'avoir accès à une vie décente. Et c'est extraordinaire. L'importance justement de leur travail, parce qu'on sait qu'elles sont dans la transformation des produits locaux et tout, et c'est pour nous autres Sénégalais que nous puissions consommer ce qui est produit chez nous. Est-ce que vous encouragez ce genre d'initiative? J'encourage ce genre d'initiative. Vous savez, je donne l'exemple de l'Inde, avec Indira Gandhi, avec la révolution verte indienne. C'est le riz à cycle court qui a permis l'Inde de décoller. Et ça a été confié à des femmes. Et je pense que le développement d'une nation doit reposer sur, pas exclusivement sur essentiellement les femmes, parce qu'elles ont ce don de donner à manger, elles ont ce don de donner d'elles-mêmes. Je pense que appuyer les femmes dans ces activités agricoles, dans cette zone, quand on sait ce que représente l'agriculture dans notre économie, je pense que c'est relever le défi de développement. Voilà donc, et nous allons tout de suite passer à la deuxième partie de ce magazine Midi Actu. Le livre est un outil de liberté, disait Jean Guéhenno, l'auteur. Depuis quelques années, justement, avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, le livre a perdu sa place essentielle. Sa place est prépondérante. La faute à qui? Certains diront la faute aux parents, d'autres à l'école. Qu'en pensent réellement les acteurs du livre et de l'éducation? Suivons ce reportage de Maïmounassi. Au Sénégal, les acteurs du livre ne s'intéressent pas prioritairement aux œuvres pour enfants. Déclaration de cet écrivain, Grand Prix du chef de l'État pour les lettres, qui déplore une telle situation. Il y a très peu d'écrivains qui s'intéressent à écrire des livres enfantins. Il y en a peu, il y en a très peu. Je pense que nous avons tous à y gagner. Que les enfants d'abord puissent s'intéresser très tôt, en bas âge, aux livres et à la lecture. Dans les pays en développement, en Amérique, en France, partout, quand vous allez voir que c'est très tôt, à un âge très précoce, que l'enfant est orienté vers la lecture. Habituer l'enfant à la lecture dès le bas âge, oui, mais en faire une obligation, non. La lecture, telle que nous le décrit celui qui côtoie les livres au quotidien, doit être un loisir. La lecture ne devrait pas être quelque chose de forcé, ça doit être quelque chose d'instinctif, quelque chose que l'on fait par amour, par intérêt, pas seulement parce qu'on doit le faire, on le fait, non. Et c'est là où l'on doit pousser les gens, très jeunes, très tôt, à aimer la lecture, à aller vers la lecture. Et ça aussi, c'est le rôle des parents. L'intérêt est bien cerné. Favoriser la passion de la lecture chez l'enfant ne peut qu'être bénéfique. Alors pourquoi ne produisons-nous pas nos propres œuvres destinées à cette couche? Le livre d'enfant n'est pas aussi simple, n'est pas aussi facile que le livre pour les adultes. Parce que l'enfant a besoin d'un support extrêmement important, c'est le support image. Et ce support image, malheureusement, a un coût relativement cher sur le plan de l'édition. Quand vous faites un livre enfant, vous êtes obligé de mettre des dessins, vous êtes obligé de mettre des gravures, vous êtes obligé de mettre des images. Et tout ceci a un coût qui se répercute sur le prix du livre. Véritable outil qui stimule l'éveil, lire aide à réussir son cursus scolaire. Mais aujourd'hui, le défi doit être plus grand. Plus que des lecteurs, réveiller l'auteur qui sommeille en chacun. Notre bibliothèque, parfois, on fait des activités où on pousse les enfants à écrire. Il y a parfois aussi des concours qui sont organisés au niveau de l'Institut français qui promeut des concours littéraires où on incite les gens à écrire. Je me rappelle quelqu'un comme Nafissatou Diadiouf. Elle a émergé justement à travers l'un de ces concours-là. Acteurs du livre et parents se partagent la responsabilité de la perte de vitesse de la lecture chez les plus jeunes, d'où l'intérêt alors de souligner l'importance du livre dans un monde aujourd'hui dominé par la mondialisation et menacé par les technologies de l'information et de la communication. Merci beaucoup Maïmounassi. Professeur Koumé, êtes-vous d'accord avec moi si je dis que le livre, la lecture sont en chute libre au Sénégal? Bon, c'est en chute libre à cause un peu des NTIC qui sont souvent très mal utilisés parce que mal comprises.
Je pense qu'il faut un retour vers la lecture. Ça participe de l'éducation des enfants, ça participe du développement. Mais ce qui est important, c'est de rendre cet outil attractif. Comme l'a dit l'auteur, l'enfant a une cible, l'enfant est en pleine croissance, ça bouillonne de partout, les hormones. Donc il faut pouvoir attirer l'attention de l'enfant sur ce qui peut lui servir. Je prends l'exemple un peu d'un projet que je connais, et c'est le Grand Manger Project. C'est un projet qui se passe à Vélingara, qui utilise un peu l'expertise des vieilles dames pour lutter contre l'excision des jeunes filles, l'abandon scolaire des jeunes filles et le mariage précoce des jeunes filles. D'accord. Ils ont travaillé en notre collaboration avec les vieilles dames, c'est l'ONG Grand Manger Project qui permet aux vieilles dames d'être l'interface entre ces jeunes filles et la communauté pour éviter tout ça, grâce un peu à un plaidoyer et puis à des activités de conte le soir, pour éviter que les jeunes filles, le soir, n'aillent vers d'autres activités qui les détournent. Et toutes ces activités ont été éditées dans des revues. Parce qu'on sait qu'autant le conte permettait justement d'éduquer la jeunesse. Le conte permettait d'éduquer la jeunesse. Maintenant, avec la disparition de ce lien, eh bien, il faudrait transposer ça dans les livres. Ils ont édité des livres, le conte africain pour l'enfant, le droit des aînés, le droit et devoir des enfants, pour permettre aux enfants, les enfants doivent savoir qui ils sont réellement pour savoir ce qu'ils doivent devenir. D'accord, parfait. Avec la complicité d'El Malik, nous passons à la suite de Midi Actu. Voilà donc, il y a de cela 53 ans quand les États-Unis d'Amérique ont aboli l'esclavage. C'est en réalité le 18 décembre 1965 que le 13e amendement à la Constitution a pris effet. Et il disait ceci: ni esclavage ni aucune forme de servitude involontaire ne pourront exister aux États-Unis ni en aucun lieu soumis à leur juridiction. À l'origine donc, l'ancien président américain Abraham Lincoln, qui au départ ne cautionnait certes pas l'esclavage, mais n'était pas pour autant favorable à l'égalité des droits entre noirs et blancs à l'époque. Et c'était donc la rubrique éphéméride du jour. Nous passons à la dernière partie de Midi Actu. Notre société sacralise la personne âgée qui est souvent assimilée à un sage. Les décisions et avis des personnes âgées comptent dans nos décisions, à nous aussi. Cela est indéniable, mais souvent, la prise en charge de cette couche fait souvent défaut, d'où l'intérêt de ce reportage de Kodou Mohamed Sissé. Au vieillard si tu ne veux pas aller manger. Voici un proverbe allemand qui nous rappelle l'importance, mais surtout la place des personnes âgées dans les communautés. Surtout pour une société comme la nôtre, où les personnes du troisième âge ont le statut de sages de par leur vécu et leur savoir. Les personnes âgées représentent un trésor sur le plan culturel, mais sur le plan du savoir et de la sagesse. On ne peut pas se permettre sous aucun prétexte de les jeter par la faute du temps dans des asiles ou dans des maisons de repos. Ils sont là pour nous donner des conseils. Sans eux, on ne peut pas avancer. Ah ouais, tout ce qui se passe et qui nous guide depuis l'enfance jusqu'à la fin. Ils sont là. Ils seront toujours là. Même s'ils ne sont pas là physiquement, ils seront là dans nos esprits. Nous aussi, on a des mamans et des papas. Donc c'est nous qui doivent s'occuper des parents. C'est normal. Nous aussi, un jour viendra, on sera vieux. Donc on a envie que notre enfant nous s'occupe de nous. Seulement, dans nos familles sénégalaises, la prise en charge des personnes âgées fait parfois défaut. Parfois, livrés à eux-mêmes, quand ils arrivent à un stade avancé de leur vie, c'est une vie peu convenable qu'ils mènent. On doit les assister à tous les niveaux, partout où ils vont, on doit les assister. Ils sont prioritaires partout, qu'on les fasse terminer leur vie tranquillement, je crois. En fait, ils méritent cet investissement, qu'on cherche les moyens de les trouver sur place et de les donner les soins qu'ils méritent et le respect auquel ils ont droit. Comme en Europe, il y a des maisons de retraite, bon, on s'occupe bien d'eux, ils sont sous surveillance, médicale, avec visite familiale. Moi, je pense que si vous voulez instaurer ça ici au Sénégal, je pense que c'est une bonne chose.
Le Sénégal doit-il prendre exemple sur l'Occident et placer ces personnes âgées dans les structures spécialisées? Un tel geste est-il conforme à nos réalités? Le débat est ouvert. Voilà donc, professeur, ma collègue a ouvert ce débat. Est-ce que nous devons prendre exemple sur l'Occident et placer nos personnes âgées dans les centres spécialisés? Est-ce que cela est conforme à notre culture, à nos réalités? Le débat est ouvert, justement. Moi, je dirais tout de suite non. Pourquoi? Parce que, il a dit, les personnes âgées constituent pour nous un trésor. Nous sommes dans une société gérontocratique. J'ai fait le tour de la sous-région africaine dans le cadre de ma mission en organisant des focus group avec les personnes âgées, en leur posant simplement la question « Que pensez-vous apporter à la société ?» Ils répondent toujours en disant « Si la société prend soin de nous, nous sommes prêts à restituer ce que nous avons en nous. » Nous avons tenté au Sénégal, juste après les indépendances, une expérience de maison de retraite à Gorée avec Baumgartner. Ça a échoué, ça a tourné court. L'expérience a été reprise à Repos Mandel, l'hôpital à Bansda, en réalité s'appelait Repos Mandel. C'était une maison de retraite et ça a été créé, c'était un scandale. Donc ça existait? Ça existait, c'était un scandale, en fait, parce que c'était un peu une vision de l'époque coloniale. Voyez-vous, en Europe, ça se comprend parce que c'est une société de compétition et le chômage, les gens ont accès au travail. Eh bien, ici, ce qui se passe, 38%, d'après l'enquête sénégalaise auprès des ménages, 38% des ménages sénégalais sont à la charge des personnes âgées. Est-ce que vous allez les mettre dans des maisons de retraite? C'est vrai que parallèlement, nous avons effectué une enquête en 2000 pour connaître un peu le point de vue des personnes âgées concernant ces maisons de retraite. Il y en avait qui étaient pour 40%, mais ça, c'est parce que quelque part, il y avait des... C'était pas totalement la majorité. Totalement la majorité. Alors, si vous mettez des maisons de retraite, la personne âgée, elle a sa place au sein de la société. Le problème fondamental, c'est que les familles, en réalité, pourquoi on voit un peu un effritement de la solidarité des familles envers les personnes âgées, c'est simplement à cause de la précarité et la pauvreté des familles. Mais si on appuie les familles à la prise en charge des personnes âgées, pour leur maintenir le plus souvent dans leur milieu naturel, je pense que c'est l'idéal. Mais vous savez, parce qu'à l'époque, par exemple, quand ce centre a été créé à l'époque coloniale, on vivait dans une société où tout le monde habitait ensemble. Donc c'était des familles assez grandes et tout. Et on sait qu'actuellement, on vit de plus en plus dans des familles mononucléaires et tout le monde pratiquement est au travail. Est-ce que si on maintient quand même ces personnes âgées dans nos maisons, on pourra prendre soin de ces personnes convenablement? Vous savez, nous sommes une société ambiguë. Quand vous faites des visites à domicile auprès des personnes âgées, si les gens sont avertis à temps, ils s'arrangent pour rendre la personne âgée présentable. Si vous descendez de manière inopinée, c'est tout autre chose. Donc, les gens sont ambigus. Mais quand même, nous sommes tous attachés à nos parents. Si les gens n'ont pas la possibilité de les prendre en charge, c'est parce que quelque part, les moyens nous font défaut. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'urbanisation avec l'exode rural. Les jeunes quittent les campagnes et laissent les vieux dans les campagnes. Ici, les sociétés de construction ne respectent pas un peu les normes pour permettre à la personne âgée d'évoluer convenablement dans son milieu naturel. Et puis, il n'y a pas de place. Une chambre, un appartement, 2-3 chambres salon, aucune place pour... Mais vous avez parlé tout de suite de précarité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire donc, pour aider les familles à maintenir ces personnes âgées? Il faut un programme d'appui aux familles pour le maintien des personnes âgées à domicile. Est-ce la réponse, justement, il y a quelques jours, on a vu la mise en place du projet Rama, initié par la Fondation Servir le Sénégal et le ministère de la Santé, donc ici chez nous. Est-ce une réponse déjà? C'est déjà une réponse et qui est conforme aux recommandations internationales. Nous venons de Pretoria en novembre dernier pour valider, après avoir validé ce qu'on appelle l'approche ICOP, Integrated Care for the Elderly People, c'est-à-dire les soins intégrés pour les personnes âgées, qui consiste à identifier les personnes âgées vulnérables, évaluer l'ensemble de leurs besoins au plan matériel, au plan moral et au plan nutritionnel, et d'apporter ces corrections. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Quand on parle de vieillissement aujourd'hui, on parle de capacité fonctionnelle.
l'individu est apprécié dans son vieillissement par le concept de capacité fonctionnelle. Alors la capacité fonctionnelle égale la capacité intrinsèque plus l'environnement. La capacité intrinsèque, c'est physiquement ce que l'individu est capable de faire et son environnement. Voyez, donc, si l'environnement est favorable, on vit très bien. Mais donc si il faut adapter l'environnement il faut adapter l'environnement. Mais si vous prenez des personnes, vous allez en Europe, dans les maisons de retraite, eh bien moi j'y ai fait. J'ai fait toute ma gériatrie en France. Mais toutes les personnes âgées, les 80, les 60% sont sous antidépresseurs. D'accord. C'est systématique. Parce que être ce qu'on appelle l'institutionnalisation, c'est être coupé de son milieu naturel. Pour être mis en institution, c'est-à-dire vous êtes là, c'est votre fin de vie. Vous êtes coupé de votre milieu naturel, mais qui c'est qui voudrait être mis dans une maison de retraite, être coupé de sa famille? D'accord, donc si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut une collaboration entre les familles et les personnels qualifiés pour des soins à domicile. Absolument. Et non dans des centres spécialisés. Absolument. D'accord. Il n'empêche qu'on peut créer en amont des centres spécialisés, ce qu'on appelle, moi j'ai vu l'expérience... Si toutefois il y a des familles qui n'arrivent pas quand même à suivre le rythme, donc on peut quand même créer ces centres. C'est des maisons d'accueil de jour. Comme des jardins d'enfants, vous êtes trop pris le matin, vous déposez. Il y a une espèce de navette qui permet aux personnes âgées d'être là-bas avec des activités récréatives et le soir, vous êtes avec vos enfants. D'accord. Je pense que ça, c'est notre culture. D'accord. Donc, si vous aviez un conseil à donner aux téléspectateurs qui nous regardent pour une meilleure prise en charge des personnes âgées, ce serait quoi, pour terminer? Prendre en charge une certaine personne âgée n'est pas difficile. Il faut simplement exprimer le désir d'être aidé et d'être appuyé. Et je pense que les autorités politiques, la Première Dame, le ministère de la Santé, moi j'ai eu à travailler sur le plan stratégique du vieillissement en bonne santé avec l'appui de l'OMS, sur ce que va devenir l'objectif pour le bien vieillir au Sénégal à l'horizon 2022. Je pense que ce plan, il a été validé au plan national. S'il est budgétisé, je pense que nous sommes parfaitement capables d'appuyer et d'aider les familles à permettre aux personnes âgées de bien vieillir dans leur environnement naturel qui est la maison. Voilà, merci beaucoup professeur. Voilà, je rappelle donc que nous avions comme invité aujourd'hui le professeur Mamadou Koumé, professeur agrégé gériatrie, gérontologie. Il est aussi le chef de service du CHU de Fannes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Midi Actu. Midi Actu diffusé tous les jours sur la RTS2 à midi, rediffusé à partir de 19h à 21h. Donc après le journal en tout cas de 20h, retrouvez l'émission Tam Tam, le retour de la grande Yaham. Aujourd'hui, nous nous quittons comme toujours avec la météo. À demain.
l'Assemblée nationale le nombre des députés.